Thorame-Haute est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est thoramien, et ondrin, ou ondrien, pour les habitants du village d'Ondres. Les habitants des anciennes communes sont appelés Perescans, à Peresque, les Collins, à la Colle Saint-Michel. La civita est Thuramina, cité des Thuramina, cité au concile de Vaison, en 442. Le nom est formé sur la racine pré-celtique éture, et d'un suffixe pré-celtique, tous deux d'origine et de sens inconnus selon Ernest Nègre, qu'il est possible de rapprocher d'Étruria. Béatrice et Jean-Jacques Ferrier considèrent que les préfixes tor ou tur seraient à valeur oronymique, et en association avec un élément mène, d'origine obscure. Charles Rostin, dans son essai sur la toponymie de la Provence, 1950, donne une autre explication. Mais il considère lui aussi comme probable que le toponyme soit plus ancien que les Gaulois. On trouve Thoramna en 1009, et Thoramine en 1035. Sur plusieurs cartes datant du XVIIe siècle, il est mentionné Thorame. Thorame est du genre féminin. La commune se nomme Thorama-Haute, en occitan vivaro-alpin. Il s'avère que le déterminant n'a pas été choisi en fonction de l'altitude, mais en fonction du rang social des deux villages. Thorame-Haute était plus important administrativement parlant que Thorame-Basse. Ce fut le siège d'un évêché dès la fin de l'Antiquité, et durant toute une partie du Haut Moyen-Âge. Les rares découvertes faites sur la commune, et les sites peu connus, n'ont pas fait l'objet d'études particulières. Parmi les multiples hypothèses du passage des Alpes par Hannibal et son armée, la vallée du Verdon a été un trajet envisagé, mais non confirmé. Les éléments peu probants sont des dénominations de tradition récentes. On trouve sur le plateau de Serpégier un lieu surnommé le camp d'Hannibal. Sur Four, commune actuelle du Vernet-Four, on trouve également un lieu baptisé la table d'Hannibal. Ferraud rapporte qu'on aurait découvert à plusieurs époques des javelines et des casques. Une monnaie marseillaise en argent a été trouvée au Fumiculo, plus vraisemblablement Font Niculaou, désignant un cours d'eau. Le territoire des Thuramina correspondrait à celui d'une des tribus figurant sur le trophée des Alpes, élevé par l'empereur Auguste à la Turbie, ayant résisté à l'Empire romain, avant d'être définitivement conquise. Cette tribu serait celle des Aegiturii, les Aegitures, devenue une civita sous l'Empire romain. L'hypothèse ancienne, émise par Tisserand, est celle des Viamini. Ferraud partageait aussi cet avis. Les Viamini qui habitaient les bassins de Thorame-Haute et Thorame-Basse, et la petite vallée de l'Issol, ainsi que par elle indiquer leur nom formé du celtique vent, montagne, et mine, rouge, nom qui désigne un terrain rougeâtre comme l'est celui de Thorame. Quelques auteurs les placent pourtant dans la vallée de Four. Le village occupait peut-être un ordre particulier dans la hiérarchie administrative gallo-romaine, avec le statut de civita à l'instar de Glandève, proche d'Entrevaux, Senancy, Senay, ou Digna, Digne. Et Thuramina est le chef-lieu de la civita Rigomagentium, qui fait partie des 8 civitas de la province des Alpes-Maritimes mentionnées dans la Notitia Galliarum. Louis Duchesne qui fait cette liaison avoue n'avoir pu déterminer pourquoi il y a une différence entre le nom de la civita et celui du chef-lieu. Raoul Blanchard constate l'existence au 1er siècle romain d'un Vicus Aegitaraminus, qui n'est autre que Thorame, et qui évoque même une civita pré-romaine, du Haut-Verdon. D'autre part, Maître de Manteiller a fait observer que le patronage des églises de la région de Thorame était conforme à la formule du pape Sixte III, 432-440. Une tégula gravée, tuile romaine, découverte en 1934, est datée de la fin du IIe siècle, ou du début du IIIe siècle, ainsi que des tombes mises au jour Grand-Rue, 1934 et 1938, attestent d'une occupation à l'époque romaine. Le fort de Trancastel, dont l'origine est probablement romaine, complète le tableau de l'occupation du sol, au 1er siècle de notre ère. Les principales découvertes archéologiques ont été faites au cœur du village lui-même, et notamment le long du mur de l'église paroissiale, dans les années 1930, avec des tombes, et des objets clairement identifiés d'époque romaine, vases et inscriptions sur tuiles, conservés au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Mis en doute par Raymond Collier, ces découvertes permettent d'attester la pénétration de la culture gallo-romaine dans la vallée. Des fondations,
peut-être antiques, ont été découvertes à proximité de Notre-Dame du Céret, avec des pierres sculptées romaines. De même, dans la rue du Perran, un fragment de stèle funéraire remployé dans un mur serait daté du 1er siècle, et une autre également en remploi serait mérovingienne. Pour la fin de la période romaine, Eturamina, sans distinction entre haute et basse, est le nom de la cité épiscopale, établie de façon éphémère dans la vallée des Torames, au milieu du 5e siècle. On trouve le nom de l'évêque Severianus, ce dernier a laissé son nom dans les conciles de Riez en 439, et de Vaison en 442. L'ensemble de ces découvertes ont amené les autorités de l'État à prendre un arrêté de zone archéologique de saisine sur les dossiers d'urbanisme, couvrant un territoire assez large autour du village chef-lieu. Après la chute de l'Empire romain, la vallée du Haut-Verdon connaît de nombreuses invasions, durant plusieurs siècles: Vandales, en 480, Ostrogoths, en 508, Lombards, en 570, des Sarrasins, en 740, chassés en 885. Au Moyen Âge, on retrouve plusieurs documents concernant les implantations de moines, notamment de Saint-Victor, qui possédait Notre-Dame du Céret dès le XIe siècle. Une charte de l'abbaye de Saint-Victor, établie en 1056, concerne déjà les communautés au Verdon. Cette époque est aussi marquée par l'installation de riches familles seigneuriales. La distinction entre les deux communautés distinctes semble s'opérer vers la fin du XIIIe siècle, avec les qualificatifs géographiques, superiori pour haut, et inferiori pour bas, d'où Toramina superiori, qui deviendra au cours des siècles, Toram haute. Les archives départementales conservent un document datant du XIVe siècle, relatif à un contrat passé entre la communauté et les moines nouvellement installés. Il y est question d'échange de terres en contrepartie d'une aide matérielle apportée au village, notamment l'installation de métiers à tisser. En 1342, la communauté de Toram haute est rattachée à la viguerie de Castellane par le comte de Provence. En 1390, les troupes de Raymond de Turenne ravagent la région et incendient le village. En 1486, la région est annexée au royaume de France. Les premiers registres communaux, conservés aux archives départementales, en dehors de quelques chartes, datent seulement de 1570. La famille Rostin, issue des Castellanes, tient le fief de Toram haute, au Xe et XIe siècle, suivi de la branche Faro des Glandeves, du XIIIe siècle au XVe siècle, puis des Villeneuve, jusqu'au XVIIe siècle, des Gassendi, au XVIIe siècle, et enfin des Pazeries, jusqu'à la Révolution. 15 familles seigneuriales se succèdent jusqu'en 1789, la dernière étant la famille des de Pazeries, rachetant le 17 juin 1711, la seigneurie à Balthazar de Villeneuve. Cette période est aussi marquée par la naissance d'une légende, liée à une apparition céleste, bien qu'on ignore la date précise. Celle-ci est à l'origine de la chapelle de Notre-Dame de la Fleur, et de son pèlerinage, qui subsiste aujourd'hui encore, le lundi de Pentecôte. Les récits dont on dispose aujourd'hui ont été largement déformés, car reposant sur une tradition orale, et sont souvent très différents, voire contradictoires. Un esprit céleste, ou la Vierge Marie, selon les récits, serait apparu à un berger, réputé pour être un bon chrétien, qui gardait un troupeau de moutons, et lui aurait demandé de faire bâtir la chapelle, sur le lieu de l'apparition. Le choix du nom de la fleur a également plusieurs explications, mais la plus répandue est qu'une fleur aurait été donnée au berger en guise de preuve. Auguste Testanière donne une version différente à la fin du XIXe siècle. Il n'y est question ni de fleurs, ni de vierge. Cette chapelle est implantée à Toram-Gare. Le bâtiment actuel date des années 1930-1940. C'est l'œuvre de l'abbé Juvénal Pélissier, curé de la paroisse et dernier chapelain de Notre-Dame de la Fleur, qui l'a reconstruite seul durant une dizaine d'années. Le pèlerinage de Toram a connu un essor important au XXe siècle, et a bénéficié de la présence du chemin de fer. À partir de 1556, la communauté de Toram haute devient propriétaire des moulins, contre une rente servie aux Villeneuve, seigneurs du lieu. Durant les guerres de religion, le baron d'Allemagne et ses huguenots combattent les troupes de Henri de Garde. Le baron d'Allemagne s'empare du fort Saint-Georges, le 9 octobre 1574. L'église est détruite à cette occasion, ou en 1576, selon d'autres sources,
Elle est reconstruite en 1598 et en 1603. En 1630, une épidémie de peste est très meurtrière, on compte environ 90 décès, contre 15 à 20 les années précédentes, d'après les registres tenus par le vicaire Pierre-André Isnard. Le notaire enregistre 29 testaments en 1630, et encore 6, en 1631, contre un seul en 1628 et 1629. Lors de la peste de 1720, le village fournit 27 hommes, pour garder le cordon sanitaire, qui doit éviter la propagation de l'épidémie. 7 postes sont mis en place, notamment sur les ponts du Verdon. Le village est entouré d'une palissade percée de 3 portes gardées nuit et jour. La construction de la chapelle Saint-Roch est reliée à l'un de ces épisodes. À la fin de l'Ancien Régime, la communauté de Thorame-Haute dépendait de la viguerie de Colmar. Lors de la création du département des Basses-Alpes en 1790, le village est chef-lieu de canton et fait partie des 8 cantons du district de Castellane, mais le canton est supprimé en 1802. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 première créée dans les Basses-Alpes, au printemps 1792. Le 20 octobre 1793, il est décidé que les femmes y seront désormais invitées. Pour suivre le décret de la Convention, du 25 Vendémiaire de l'an 2, invitant les communes ayant des noms, pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune de la Colle Saint-Michel change de nom pour la Collefroide. Peresque a également changé son orthographe en Peresque, pour différencier le nom propre du village. Nicolas-Claude Fabry de Peresque fut en effet le seigneur de ce village. Au milieu du XIXe siècle, le village a atteint son pic de population, avec 830 habitants en 1840. Le XIXe siècle correspond à une période d'apogée démographique, autant que de prospérité économique. Cette prospérité provient en grande partie d'une activité industrielle, qui se développe fortement dans la vallée, celle des draperies. Cependant le déclin est assez rapide avec l'ouverture de la vallée à l'extérieur, et l'arrivée de la concurrence des draperies du Nord. Les fabriques de Thorame fermant avant la Première Guerre mondiale. Les nombreuses modifications apportées au village témoignent de cette nouvelle ère, qui a modelé plus qu'aucun siècle précédent le visage actuel de Thorame. Travaux d'édilité, fontaines, lavoirs, four communal, nouvelle mairie, richesse des lieux de culte, église paroissiale, chapelle, pèlerinage de la fleur, et travaux des maisons particulières, l'écrasante majorité des linteaux datés, les riches décors de Modena peints sur les façades en sont l'expression la plus visible. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, est proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes, par groupes géographiques successifs. En 1827, le cadastre dit napoléonien de Thorame-Haute est achevé, ceux de la Colle Saint-Michel et Peresque le sont en 1838. Lorsque le cadastre est achevé, la commune compte 3 moulins, un à Ondres, un autre en contrebas de ce village, Auribes, et le moulin du Pont, moulin à farine, plus tard converti en scierie. Le moulin d'Auribes a été fouillé en 2004 et 2012. Les chambrettes étaient une forme très répandue de loisirs et de sociabilité de la population masculine en Provence. On y lisait à haute voix les journaux, puis on commentait les nouvelles, y compris politiques. Un statut réglementait son fonctionnement. À la fin du XIXe siècle, Thorame comptait 4 chambrettes, celle des pères de famille, des jeunes gens, des républicains, et celle des résidents du quartier d'Uriou. Les confréries de pénitents participaient aussi à la vie sociale, mais avec des attributions particulières. À Thorame-Haute, la confrérie des pénitents blancs probablement fondée au XVIIe siècle, se composait d'une large majorité des hommes du village, et selon l'usage, les garçons y entraient après leur première communion. La chapelle Saint-Pierre, actuelle salle des fêtes leur était attribuée. Au XVIIIe siècle, les visites pastorales rapport des visites de l'évêque, mentionnent plusieurs autres confréries sur la commune. Thorame comptait plusieurs draperies, on dénombre 6 fabriques en 1813, employant 15 ouvriers. La plus importante est celle d'Honoré Dattier,
qui ouvre en 1836, il s'agit d'une installation de taille, avec du matériel moderne, sur le modèle de la fabrique Honora, de Saint-André-de-Méhouilles. Elle emploie 18 ouvriers. Jean-Joseph Arnaud ouvre une seconde usine, peu après. Elles emploient jusqu'à 24 ouvriers, en 1858, mais ce nombre retombe en dessous de 10, dans les années 1870. Toutes les deux, fermant avant 1880. En 1841, la société Bonnet produisait 1275 mètres de drap Burel en utilisant la force motrice du Verdon. Tous ces bâtiments sont aujourd'hui en ruine. D'autres activités sont également développées comme la fabrique de carreaux de Benjamin Ball, qui ferme définitivement en 1870, un abattoir, une mine de charbon dans la vallée du Verdon, était également exploitée. À la fin du XIXe siècle, on trouve 2 à 3 moulins à farine. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, et jusqu'au début du siècle suivant, le fromage de Thorame est réputé, il se présente sous la forme de tomes de vache, ou de chèvre. Au XXe siècle, plusieurs petites industries subsistent. En 1924, il y a 2 scieries, la scierie Arnaud, vendue à l'empereur, en janvier 1920, ferme définitivement en 1928. L'usine hydraulique Geoffrey, produit de l'électricité pour la commune, de 1913 à 1946. La commune bénéficie, au début du XXe siècle, du passage du chemin de fer, même si la gare de Thorame Haute est éloignée des villages. La construction a lieu dans les années 1900. Le percement du tunnel vers la vallée du Var mobilise de nombreux ouvriers, pour lesquels on construit un village près de la gare de Thorame Haute. Le 24 juin 1901, une grève éclate pour demander la journée de 8 heures. Malgré les négociations, la grève cesse le 29 juin, sans que les ouvriers n'aient rien obtenu. La voie est menacée en avril 1909 par un glissement de terrain, une partie de la masse du pic d'Or s'effondre et recouvre les voies, avant que la terre soit évacuée. La montagne est stabilisée par un mur de soutènement de 114 mètres de long, épais de 1,5 m et renforcé de 7 contreforts de 27 à 33 mètres de profondeur. Au cours de la Première Guerre mondiale, la commune paye un lourd tribut qui accélère la perte de population déjà enclenchée depuis les années 1850. Durant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, le Haut-Verdon participe activement à la résistance militaire. À la suite du premier débarquement allié, les ponts d'accès au village sont dynamités par les résistants le long du Verdon, pont Clos et pont du Villaron, pour couper l'accès à une colonne allemande qui cherche à rejoindre le col d'Alos. Pour contourner l'obstacle, la colonne se fraye un passage dans la vallée de l'Issol, elle aussi contrôlée par les résistants, et parvient à rejoindre Thorame Haute. À la sortie du village, une attaque meurtrière pour les Allemands a lieu entre l'ancienne scierie Arnaud et le pont d'Ondre. En guise de représailles, le maire du village Louis Blanc est pris en otage avec d'autres hommes lors d'un rassemblement de la population sur la place du village par les militaires qui se replient provisoirement sur le village. Plus tard, ils sont relâchés, mais 4 gendarmes de Colmar, acquis à la cause des insurgés sont exécutés sur les lieux de l'attaque. Un monument commémoratif est élevé au lieu dit le pont d'Ondre. Le 5 novembre 1943, des gestapistes montent de Nice en voiture, et s'arrêtent au hameau de Fonte-Gaillarde, où se trouvaient 5 juifs, assignés à résidence par Vichy, 3 étaient turcs et 2 algériens. Ils sont raflés, emmenés à Nice et déportés pour être exterminés. Les années 1960-1970 sont marquées par la modernisation du village, travaux et mesures de salubrité publique, voirie, création d'un lac artificiel au Sagne pour l'arrosage des terres agricoles, mais aussi pour le tourisme. La commune se dote de nouveaux équipements, salles des fêtes, postes, etc. L'agriculture se mécanise fortement et le nombre d'exploitations diminue rapidement au profit de plus grandes exploitations. Le 1er mars 1974, la commune de Saint-Michel-Péresque lui est rattachée, elle-même issue de la fusion des communes de la Colle Saint-Michel et Péresque, le 1er novembre 1964. L'ambition de ce rapprochement était entre autres de créer une station de ski, mais les différentes études réalisées sur sa faisabilité et l'opposition résolue des habitants ont eu raison du projet. Les années 1980 et 1990 sont marquées par un relatif déclin d'accueil de résidents secondaires qui semble aujourd'hui enrayé.
Le nombre d'exploitations agricoles diminue assez rapidement dans les années 1990, même s'il reste encore important par comparaison aux communes voisines. En décembre 2004, le syndicat intercommunal du Haut-Verdon se transforme en communauté de communes du Haut-Verdon-Val d'Alos, qui récupère une large part des compétences de la commune. Aujourd'hui, la commune est marquée par une hausse modérée de la population et son rajeunissement. De nouvelles parcelles ont été construites. Plusieurs investissements importants sont engagés depuis les années 2000, tels que l'aménagement du jardin public au cœur du village, des travaux importants sur la toiture de l'église entièrement refaite en tuiles, la création d'une nouvelle école, ou encore la réfection des réseaux d'eau et d'assainissement.